Voilà, une rencontre ici à Sontexpo 2025 sur le plateau télé de FHP Direct. Peut-être la rencontre la plus essentielle, celle entre les deux présidents, le président de la Fédération hospitalière de France, Arnaud Robinet, qui est l'organisateur de Sontexpo, hein, avec sa fédération, et puis le président de la FHP, Lamine Garbi, qui reçoit ici, sur ce plateau télé, Arnaud Robinet. La question peut-être que nous pourrions faire pour commencer, c'est d'abord nous dire, Arnaud Robinet, ce Sontexpo, quel est-il? Est-ce que c'est une bonne cuvée? Est-ce que ça vous paraît, c'est pas terminé, hein, nous sommes vraiment à la moitié, mais est-ce que cela vous paraît marquer à la fois un intérêt renforcé de la part de l'ensemble des professionnels de santé pour cette manifestation, mais d'une manière générale pour ce que vous faites, c'est-à-dire les établissements de soins l'un et l'autre, enfin en particulier pour l'hôpital. Et puis également, est-ce que c'est bien ce que vous attendiez, c'est-à-dire le rendez-vous? On a l'impression que c'est très important, le rendez-vous de toutes les entreprises qui s'intéressent à la santé. Est-ce que c'est plutôt une bonne cuvée, à votre avis? Comme on dit chez moi à Reims en Champagne, c'est un bon millésime. Il reste encore... Quelle est la marque? Vous la situez comment, là? La marque de Champagne? Non, la marque de Sontexpo? on est dans un très bon millésime d'une belle maison et bonne maison de Champagne. Non, le salon n'est pas encore terminé, mais en tout cas, nous avons plus d'exposants, plus d'inscrits, et surtout en termes de visiteurs. À 13 h aujourd'hui, nous avions à peu près le même nombre de visiteurs qu'hier sur 3 jours, sachant que les années précédentes, il y avait aussi le salon infirmier qui était aussi à Sontexpo, qui n'y est plus aujourd'hui. Donc voilà, tout là nous laisse présager que, en tout cas, ce salon, ce sera Sontexpo 2025 sera un très bon cru, un grand millésime. Malgré peut-être ce que l'on peut ressentir, enfin bon, les difficultés, les crises, ou peut-être à cause, parce que les gens viennent ici aussi finalement aux informations, à l'information et se former. Oui. Sontexpo, c'est bien sûr un rendez-vous politique, puisque nous accueillons l'ensemble des pouvoirs publics, des ministres, quels qu'ils soient, de la santé, des solidarités, de la petite enfance et bien d'autres. Et c'est aussi un lieu de rencontre, d'échange. C'est aussi un moment économique, bien évidemment. Et il est vrai que dans les moments difficiles, que ce soit pour le public comme pour le privé d'ailleurs, c'est-à-dire pendant les difficultés que connaît le système de santé dans sa globalité, ces moments sont toujours bons parce que ça nous permet de nous retrouver, d'échanger, de prendre un peu de recul aussi et prendre un peu de la hauteur, mais surtout de pouvoir mener un certain nombre de réflexions sur ce que doit être notre système de santé demain, avec l'ensemble des acteurs ici présents, publics, privés, associatifs, et bien évidemment aussi nos partenaires et l'ensemble des institutions ou des entreprises privées qui sont ici, notamment dans le domaine de l'innovation. Oui, beaucoup de personnalités. Alors, petite plaisanterie peut-être sur les ministres, mais je crois que les uns et les autres la font. Il y a tellement de ministres de la Santé qu'évidemment, même Lamine Garbi, on a beaucoup, hein, on en a beaucoup reçu. Mais enfin, il y en a beaucoup de ministres de la Santé, enfin, dans la dernière période. On en a connu 8, hein, je crois, depuis 2010. Ouais, je crois que ceux-là sont tous venus, ou à peu près. Ils sont tous venus, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que les deux qui restent, c'est Lamine Garbi et Arnaud Robinet. Vous n'êtes pas encore ministre, mais peut-être que ça va venir. Et vous êtes le maire, c'est pour ça la plaisanterie, le maire, vous êtes le maire de Reims, hein, et de la communauté, de la collectivité. Hein, Oui, maire de Reims et président de la communauté urbaine du Grand Reims. Oui, qui était d'ailleurs celle de Madame Vautrin, que vous avez récupérée. J'ai succédé à Catherine Vautrin. D'accord, voilà. C'était pour bien remettre mes fiches à jour. Oui, alors, donc c'est important, vous le dites, et puis dynamique, et effectivement, on a l'impression, donc ça va durer encore une journée. Oui, jusque demain soir. Alors, on vous réunit ici tous les deux, parce que vous avez des choses à partager, hein, et peut-être que vous avez aussi quelques divergences ou des différences. Alors, on pourrait se dire les sujets à partager entre les deux grandes fédérations, enfin deux des grandes fédérations qui existent. Déjà, je vis un moment unique, si tu veux, parce que je m'attendais jamais, mais jamais un jour à avoir ce badge, Lamine Garbi, VIP, FHF. Ah. Alors ça, vraiment, c'est un badge qui est incroyable, parce que jusqu'à maintenant, j'étais toléré. Là, je suis aimé maintenant. Franchement, là, ça fait plaisir. Hein. Alors, on félicite les services de communication de la Fédération hospitalière de France. Ça fait plaisir. Alors, avec Arnaud, on se connaît bien, et c'est vrai qu'on partage beaucoup de points communs. Nous avons des divergences, et elles sont exprimées avec le sourire, et c'est toujours beaucoup plus agréable d'exprimer nos divergences. Et c'est normal, on défend chacun nos fédérations, nos adhérents et un mode
d'expression de la santé. Nos convergences, c'est la PPL Garot, c'est la PPL Jomier, pour lesquelles nous sommes en opposition, parce que la coercition, les normes de collaborateurs sur notre fonctionnement, ce sont des thématiques qui sont impossibles à mettre en œuvre et qui sont usantes et urticantes. Par contre, on a un point commun, c'est la pluriannualité. Attends, excusez-moi, pour bien la clarté, les deux PPL, Jomier et Garot, vous êtes tous pour? Contre. Contre. Ben, vous êtes si contre tu veux, les PPL, si mais vous tous les voulez, deux. La norme, introduire une norme de personnel. Ça, c'est Jomier. Voilà, une norme de personnel dans les sénateur services est une folie parce qu'on n'a pas le personnel, on n'a pas le financement et il faut laisser les acteurs libres de s'organiser sur un territoire en fonction de la densité des patients dans les services et de la lourdeur des patients. Parce que avoir un service de 25 lits rempli à 100%, si la lourdeur est moindre la semaine précédente ou la semaine suivante en programmation, on ne peut pas avoir le même nombre de collaborateurs, donc il faut qu'on soit souple et pas contraint d'avoir un nombre d'effectifs qui soit, je dirais... Pour l'honnêteté du débat, c'était vraiment demandé par les syndicats de soignants, ça, quand même. Enfin, moi, je ne le crois pas, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a un moment où on a un double discours. C'est-à-dire qu'on entend, et on a encore entendu les ministres hier de la Santé, nous faire comprendre, et ils ont raison, de dire que les difficultés budgétaires, financières de l'État doivent nous amener à un certain nombre d'économies, en tout cas de gestion saine. Et parallèlement, on nous fait voter, enfin ils votent, enfin du moins les parlementaires, cette PPL, dite PPL des ratios, qui, on a fait le calcul, va représenter à peu près 7 milliards d'euros et une augmentation de l'Ondam de plus 7%. Et encore une fois, enfin, on veut bien recruter, nous, 20 000 infirmières, 20 000 aides-soignantes, mais derrière, il faut avoir le personnel. Et la formation qui est faite aujourd'hui sur les territoires ne permet pas de remplir ces conditions. Donc on va arriver à quoi? On va arriver à avoir des services qui risquent de fermer, des fermetures de lits, parce que derrière, il y a une responsabilité pénale pour le chef d'établissement. Donc c'est une aberration la plus totale. Et je le dis avec force, parfois, on a vraiment l'impression qu'on a quand même des parlementaires qui sont totalement déconnectés de la réalité. Alors, bien évidemment qu'on est tous pour la qualité des soins et l'amélioration de la qualité des soins. Alors, c'est très facile. Et si vous faites un sondage ou une enquête d'opinion dans la rue, tous les Français vont vous dire, bien évidemment, on veut une qualité de soins et on veut un nombre de personnel autour de lits et des patients qui garantissent cette sécurité, cette qualité de soins. Mais on est totalement... dans le non-pragmatisme, on est dans l'irréalité la plus totale, comme d'ailleurs la PPL Garot, bien sûr, dire aux Français on va mettre des médecins là où il n'y en a pas, bien sûr qu'on est applaudi, les gens se lèvent, certains élus applaudissent des deux mains, mais derrière gérer la pénurie par la pénurie, je ne suis pas sûr qu'on arrive à quelque chose de positif à la fin. Et puis derrière, on est en manque de médecins aujourd'hui, il faut plus former. Et si on veut être attractif, ce n'est pas en remettant en cause cette liberté d'installation pour nos futurs médecins. Donc ça, c'était sur l'accès aux soins. Oui. L'accès aux soins, nous sommes en totale harmonie. Sur la pluriannualité également, et j'ai reconnu ton passé de parlementaire lorsque hier tu as remis cette loi de programmation en santé. J'aimerais que tu nous en parles, parce qu'on a travaillé dessus avec tes services, les autres fédérations, et voilà, on aimerait vraiment que tu nous en livres, je dirais, la quintessence, ou du moins l'évolution que tu souhaites voir sur cette loi de programmation, au-delà, bien sûr, d'avoir pendant 3 ans des tarifs, ça, on est d'accord, des tarifs positifs, parce qu'ils sont capables, il faut se méfier de l'administration, ils sont capables de nous produire des tarifs négatifs sur 3 ans, donc il faut se méfier. D'ailleurs, la ministre Catherine Vautrin, hier, je ne sais pas si elle a fait, mais je la connais très bien, donc elle a fait exprès de ne pas comprendre. Lorsqu'elle a dit très bien un Ondam à 2,5, c'est un Ondam plancher, je tiens à le préciser. Mais quel est l'objectif? Je crois que tout l'écosystème santé, tous les professionnels, tous les acteurs souhaitent une chose, c'est avoir de la visibilité. Et qu'on arrête uniquement d'aborder la santé sous un prisme purement comptable et chaque année remettre sur le tapis le financement de nos structures, le financement de la santé, à travers le PLFSS et avec l'instauration de l'Ondam. Derrière, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on change totalement de paradigme et qu'on ait une politique de santé par rapport aux besoins. Voilà. Et je dis clairement aussi, avec force, nous ne demandons pas plus d'argent. Nous souhaitons que chaque euro qui soit investi dans la santé soit bien utilisé. Et donc cette loi de programmation, elle repose sur 3 piliers. La prévention. Une année de santé, une année de bonne santé en plus, c'est 1,5 milliard d'euros d'économie pour l'assurance maladie. 40% des cancers peuvent être évités.
Derrière, il y a aussi la pertinence, c'est-à-dire soigner le bon malade au bon endroit et au bon moment. Et là, on a bien évidemment des efforts à faire, toutes et tous d'ailleurs. Et puis derrière, cette programmation qui va nous permettre de définir des objectifs de santé publique. Et derrière, quels sont les moyens que l'on met en face. Et puis, il faut aller plus loin. Il va falloir aussi un peu de courage. C'est aussi une réflexion sur l'offre de soins sur l'ensemble du territoire. Alors, je le dis, j'ai vu qu'il y avait un moratoire sur les maternités, j'en ai un exemple. Mais est-ce que on doit être on doit avoir un langage de vérité vis-à-vis de nos concitoyens. Est-ce qu'aujourd'hui, des maternités de 250 accouchements par an, est-ce qu'il y a une pertinence? Il y a des modèles à inventer, des modèles inventés mais qui existent sur des territoires. On a des centres de périnatalité avec des sages-femmes et puis derrière, bien évidemment, un accompagnement de la maman ou de la future maman dans la maternité à quelques kilomètres. Mais je crois qu'on va être dans l'obligation d'inventer de nouveaux modèles. Et cette loi de programmation, elle veut justement mettre en place et accompagner ces nouveaux modèles. Le moratoire sur la maternité, j'ai lu ça avec attention, effroi et indignation. C'est totalement stupide. Après, j'ai lu dans le détail, sauf exception. Voilà. Donc, il y aura des exceptions de fermeture de maternité lorsqu'il n'y a pas la qualité et la sécurité des soins. Ça a été dit toute la journée. C'est pas parce qu'on a 45 minutes qu'il n'y a plus de danger pour les mamans et les bébés. C'est le contraire. Si l'équipe en place n'est pas stable, n'est pas pérenne, il y a plus de danger. Une solution à cette fermeture de maternité, c'est les antennes de SMUR avec des sages-femmes. Voilà. Nous, on l'expérimente dans la région. On a une antenne de SMUR. Il y a un médecin, une infirmière, et on va certainement rajouter une sage-femme qui permettra d'aller au domicile et de donner, je dirais, les premiers soins de délivrance s'il y a un accouchement en urgence. Vous êtes d'accord quand même avec ce que dit, moi j'ai trouvé avec une forme de sagesse, enfin je ne suis pas là pour porter un jugement précis, mais du ministre qui dit, bon on va étudier la question, on va faire des registres, alors il s'agit que ça ne dure pas des années, mais enfin, en tout cas d'essayer de bien comprendre pourquoi ça ne marche pas. Parce que quand même les résultats, la réalité épidémiologique est quand même très mauvaise. Tout le monde le confirme. D'ailleurs, on a reçu Marie Daudet qui confirme que c'est nul, quoi. On n'a pas de bons résultats. On a beaucoup d'accidents et de morts, de décès d'enfants. Et je pense qu'il faut trop tôt. Oui, non, mais c'est important. Il faut soulever le couvercle et regarder où il y a eu ces décès et ces accidents. Il faut regarder. Et il faut regarder quelles étaient les équipes, quelles étaient les structures et quel était le niveau des maternités. Si c'était niveau 1, niveau 2 ou niveau 3. Il faut qu'on ait le courage de regarder véritablement ce qui se passe. Et ce n'est pas des millions de cas à regarder, c'est quelques dizaines, quelques centaines, malheureusement dramatiques. Il faut regarder ce qui se passe. Mais vous êtes d'accord, excusez-moi, mais vous êtes d'accord pour quand même considérer que notamment dans ce secteur de la pédiatrie et de la gynéco-obstétrique, il manque de professionnels. Il manque obstétrique, pédiatrie, psychiatrie, gériatrie. Oui, il manque des personnels, il manque des médecins. Et d'ailleurs, ça laisse la question sur la formation. Est-ce qu'il y a un moment où on ne doit pas former en fonction, bien évidemment, des besoins de la population, des besoins que l'on a en santé sur l'ensemble du territoire? Et force est de constater aujourd'hui qu'il y a des manques et donc il va falloir former, oui, plus de psychiatres, il va falloir former plus de gériatres, c'est-à-dire répondre aux défis de demain, et peut-être moins de chirurgiens plastiques, peut-être moins de médecins esthétiques, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une véritable réflexion sur la formation et les objectifs que l'on doit se donner en termes de santé publique, donc en termes de formation. Je ne cherche pas à vous opposer, mais bon, on voit à peu près... Vous n'y arriverez pas. Ouais. Surtout, je connais le rapport de force et de puissance. Je suis invité et je souhaite revenir l'année prochaine. Je vais quand même essayer pour la beauté de l'exercice. Non, mais on voit bien donc effectivement des points sur les idées générales qui sont assez proches entre vous. Mais évidemment, quand on va rentrer dans les détails, peut-être sur... Alors, si vous voulez une ligne de discussion, on va dire, c'est sur la PDSES. Par exemple. Par exemple. Aujourd'hui, nous réalisons à peu près 30% de couverture de cette PDSES. Officiellement, c'est 10%. 10% rémunérés et sur le terrain, c'est 30% parce que nous le faisons gratuitement. Alors, nous demandons, dans la grande sagesse des ARS, qu'il y ait une mise en œuvre de cet appel d'offres, que nous y répondions et que nous soyons choisis en fonction, bien sûr, de la meilleure réponse et de la meilleure équipe. Et qu'il y ait une totale transparence sur le choix des ARS. Parce que ce n'est pas normal que l'hôpital public, qui a ses difficultés,
et 90% des ressources pour la PDSES et nos médecins libéraux n'est que 10%, alors que gratuitement, et le gratuit n'existe plus aujourd'hui. Le bénévolat ne marche pas, du moins dans un monde, je dirais, économique où nous devons tous gagner notre vie. Donc il faut que ces médecins soient rémunérés, qu'ils soient reconnus. Et là, je compte sur, évidemment, les ARS, la DGOS, et sur les territoires, sur l'intelligence des acteurs de terrain. Et il faudra qu'il y ait un arbitre. Parce que là, nous risquons d'avoir des tensions. Alors après, moi je ne veux pas rentrer dans une querelle de chiffres. Aujourd'hui, la permanence des soins, 85% de la permanence des soins est assurée par l'hôpital public pour 69% des lignes de garde. Mais au-delà des chiffres, ce qui montre bien évidemment, encore une fois, c'est que notre système est au bout, je dirais, au bout du bout. Et que derrière, moi j'attends des des ministres de la Santé et des gouvernements qui vont se succéder peut-être d'ici 2027 ou après 2027. C'est qu'à un moment, on arrête de travailler en silo. Depuis des années, on a voulu réformer la santé en s'attaquant d'une part à l'hôpital public, et puis ensuite on s'est attaqué à la médecine de ville, etc. Aujourd'hui, c'est la totalité, la globalité du système qui doit évoluer en même temps. On a besoin, nous, de la médecine de ville. On a besoin, bien sûr, de nos amis et partenaires du privé aussi sur des territoires. Donc il faut véritablement aujourd'hui que ces réformes et ces objectifs soient partagés par l'ensemble des acteurs et qu'on arrête, comme on l'a fait depuis des années, de l'hospitalocentrisme. Nous ne demandons pas de l'hospitalocentrisme. On a besoin de tout le monde parce qu'on le voit aujourd'hui. 80% des séjours en obstétrique, 80% des séjours en réanimation. Je ne reviendrai pas sur la permanence des soins. Et puis pour la psychiatrie, qui est une discipline en tension, où il y a de grandes difficultés. 80% de patients adultes, 95% pour les enfants. Donc on le voit, on est aussi, nous, un système où aujourd'hui, on est aussi au bout. Donc il va falloir véritablement remettre à plat l'ensemble du système. Sur ce que la FHF développe depuis quelques années, la responsabilité populationnelle, les gens du privé disent quoi? C'est une analyse qu'ils partagent? Je ne sais pas trop ce que c'est. Oui. Déjà, être responsable, nous le sommes. Populationnel, nous sommes au plus proche des populations. J'ai du mal avec ce concept. Vous voulez lui expliquer? Je vais lui expliquer, mais j'ai déjà eu l'occasion de lui expliquer. La responsabilité populationnelle, alors on n'a rien inventé, ça vient du Québec. Voilà. Derrière, c'est très simple. C'est qu'on a une politique territoriale et qu'on met tout le monde autour de la table. Aussi bien médecine de ville, hôpital, bien sûr que le privé sont les bienvenus. Les élus locaux également, à travers leur CCS, etc. Nombre de partenaires. Et derrière, on définit un objectif ou des objectifs de santé publique. La responsabilité populationnelle, ce que nous avons mis en place, concerne le diabète de type 2 et l'insuffisance cardiaque dans les territoires expérimentaux. Ce que nous observons aujourd'hui, c'est qu'il y a une diminution d'hospitalisation des patients atteints de diabète de type 2, une augmentation de l'ambulatoire, certes, une diminution du nombre de pieds amputés pour les diabétiques de type 2, et la même chose en termes d'efficacité et d'efficience pour les insuffisants cardiaques. Donc on est dans de la prévention, on est en amont, on est dans de la prise en charge. Et donc c'est véritablement le symbole et l'exemple qui fait que quand on met tout le monde autour de la table, sur un territoire, une politique territoriale, on arrive bien évidemment à répondre à un certain nombre de sujets et résoudre un certain nombre de problèmes. J'ai compris que ça s'appelle la démagogie sanitaire. C'est ça? Si tu mets tout le monde autour de la table, tu mets les élus, tu mets les usagers, tu mets les professionnels, on fait une grande loi de santé. Le président de Asso Santé vous regarde et à mon avis, il rit jaune. Mais bon. Ça peut être de la démocratie sanitaire, mais en tout cas... Démagogie. Non, démocratie. Et pourquoi on met les élus? Parce que derrière, il y a aussi une politique du aller vers, quand on parle de prévention. Et que mais les élus sur les territoires, ils n'ont aucune influence financière. Mais ce n'est pas la question de l'influence financière. Dans le domaine de la santé, lorsqu'on s'engage dans la santé, l'objectif, c'est quand même de soigner et donner un accès aux soins à l'ensemble de la population sur tout le territoire. Là, tu parles comme un livre. Hein. Je parle comme un livre, mais c'est la réalité. Je crois que je vais y arriver quand même. Vous allez voir, c'est moi qui vais gagner. Pourquoi quand on parle des élus locaux, c'est pas sur une question de financement, bien évidemment, parce que déjà, ils n'en ont pas la compétence, mais c'est une question de politique de aller vers à travers les CCAS. Parce que les CCAS sont en contact avec une population qui est éloignée du parcours de soins. Et à travers l'aide alimentaire ou autre, on arrive à capter cette population éloignée du parcours de soins, à l'accompagner, à faire de la prévention. Et lorsqu'il y a une question de diabète de type 2 ou une insuffisance cardiaque, on la fait rentrer dans le parcours de soins. Et donc là, c'est vraiment une prise en charge. D'où l'importance d'avoir les collectivités autour de la table. Moi, ça me fait penser à autre chose. Ça et puis j'ai deux sujets. À la dotation populationnelle. Tu sais qu'on s'est battu pour un nombre important d'entre nous à ce qu'il y ait le financement au plus proche des populations, des territoires et des difficultés sanitaires. Comme le disait Xavier Bertrand, on n'a pas les mêmes soucis
dans les Hauts-de-France que dans le sud de la France. Il y a d'autres problématiques. On a aussi nos soucis, hein. C'est pas parce qu'il fait soleil qu'on n'a pas de problème. On a aussi des soucis. Donc il y a une dotation populationnelle qui a été donnée aux territoires, aux agences, pour pouvoir faire fonctionner notamment la rééducation, le SMR et la psy. Sauf que dans le détail, ces dotations populationnelles, elles sont figées. Figées sur une activité qui existe ou qui n'existe pas. Qui existe ou qui n'existe pas. Et je prends l'exemple de lits fermés qui sont financés. Et on continue à perpétuer ce financement alors que l'histoire de cette dotation populationnelle, j'aime bien populationnelle, eh bien, a été dévoyée et ça devient un budget global pour lequel je pense que tu es aussi en opposition sur certains travers. Non mais là, pour moi, on ne parle pas du tout de la même chose. C'est vraiment deux concepts différents. D'ailleurs, nous, le financement, c'est par article 51. 41 ou 51, 55, je fatigue là. Expérimental. Et nous, l'objectif, voilà, c'est qu'il y ait un financement pérenne. Et ça ne coûte pas excessivement cher en termes de financement quand on regarde derrière les résultats en termes de prévention et de non-hospitalisation. Deux sujets, alors pour vraiment terminer, parce qu'on ne peut pas aller plus loin, les questions de formation. Et peut-être... Oui, alors les formations... Vous êtes en phase. On forme les médecins du privé, oui. Oui, vous formez les stars du privé, et merci. Mais vous formez 99% des internes. Et vous allez manquer de terrain de stage avec l'augmentation des étudiants. Donc on a 1000 cliniques, et moi j'ai lancé ce défi à notre ministre. 1000 cliniques, un interne par clinique, ça en fait 1000. C'est 15% des 8000. Donc là, il faut vraiment que la conférence des doyens, c'est pas de ton ressort. C'est la conférence des doyens, sois sensibilisé et que tu puisses, toi, accueillir les internes que tu formes bien. Et merci. Moi, je dis toujours qu'il faut un CHU fort sur un territoire parce qu'ils forment des bons internes, des bons médecins qu'on récupère pour partie. Pas tous, pour partie. Mais par contre, il faut que nous aussi, on puisse former ces jeunes médecins. Non mais là-dessus, on se rejoint parce que le vrai sujet de la formation, c'est vrai, c'est les terrains de stage et autres, etc. Et bon, le ministre a annoncé la suppression du numerus apertus, donc c'est-à-dire qu'on va ouvrir d'une certaine manière les vannes de la formation. Derrière, il va falloir bien sûr pouvoir accueillir et former l'ensemble de ces futurs médecins. Donc il va falloir aussi revoir, à mon avis, un certain nombre de terrains de formation. Et peut-être dernière question, parce que l'on est ici et que l'on voit qu'il y a quand même une activité d'innovation et de recherche importante. Là aussi, le partage, les opinions entre les uns et les autres. Enfin, l'hôpital public est un lieu d'innovation et de recherche, notamment au travers des CHU et pas que. Mais enfin, aussi, vous avez des établissements qui sont capables de faire. Bien sûr qu'en chirurgie, notamment, ou en parcours de soins, notamment le fast-track en ambulatoire, sur la récupération rapide après chirurgie, l'innovation, on est moteur et comme nos amis du public. La différence qu'il y a, c'est que lorsque nous, on doit acheter un robot, on doit d'une part l'acheter, le financer, et surtout, on doit financer les surcoûts qui ne sont même pas couverts par le tarif. Donc c'est de l'innovation aux frais de l'établissement, et là, ça crée une dichotomie de traitement et d'accès aux soins. La clinique qui peut se payer un robot va en faire profiter ses patients. La clinique qui ne peut pas se payer un robot ne pourra pas en faire profiter à ses patients et ne pourra pas attirer les bons praticiens parce que les praticiens qui sortent de l'hôpital sont tous formés au robot. Donc là, il y a quand même une difficulté d'accès à l'innovation qui n'est pas acceptable aujourd'hui. Je voulais vous dire, et puis on termine notre entretien, je vous ai trouvé l'un et l'autre, d'ailleurs vous dans votre discours d'introduction, mais également Lamine Gardy, peut-être plus détendu que l'année dernière, non, ou que les années... La situation, on a un peu, non mais la question est vraiment sérieuse, on a un peu l'impression qu'il y a des problèmes, notamment évidemment sur l'accès aux soins, il y en a des multiples problèmes, mais que finalement la machine... alors, à la fois, sans doute, de l'État, mais aussi les fédérations, ce que vous faites, les acteurs privés, en fait, etc. Vous vous êtes mis à bosser, qui a quand même, malgré la crise, on voit bien aussi les menaces des uns et des autres, inflation, etc. On sent quand même qu'il y a une forme de volonté et peut-être de volonté de réussir, peut-être d'espoir que ça ne va pas si mal. Enfin, moi, j'ai eu ce sentiment. Non, mais volonté de réussir, bien évidemment, volonté... de renforcer le système de santé français, bien évidemment. Mais je crois que vos inquiétudes, alors ? Non, mais elles restent toujours là, nos inquiétudes. Oui. Enfin, nos inquiétudes, et je crois que nous les partageons dans le cadre du prochain PLFSS. On a connu 2025, je pense qu'on va connaître 2026. Mais derrière tout ça, les profils de santé, qu'ils soient d'ailleurs publics ou privés, font preuve aussi de résilience. Enfin, on a traversé un certain nombre de crises. La crise de la Covid a mis en exergue les difficultés du système de santé français. Derrière, on voit que tout n'a pas été résolu, que le Ségur de la santé n'a pas été l'alpha et l'oméga, n'a pas été d'ailleurs compensé et financé à 100%.
Et donc, à un moment, si on ne se prend pas en main, si on n'a pas non plus un discours positif, une vision et une réflexion optimiste, autant baisser les bras et arrêter. Je crois qu'aujourd'hui, la santé, c'est vrai, la priorité numéro 2 de nos concitoyens. Derrière, il y a des avancées. On parlait d'innovation, de technologie, l'intelligence artificielle. Tout ça, bien sûr, doit nous faire espérer. Et donc, on se prend en charge, il faut mettre acteur que simple observateur et se lamenter. La lumière est au bout du tunnel, c'est ça? Oui, la lumière est au bout du tunnel. Et n'est pas qu'à l'hôpital public, parce que je savais que tu allais le dire. La dernière lumière allumée, tu sais ce que tu dis toujours, c'est l'hôpital public. Je pensais même pas le dire. Non, tu vois, non, il voulait dire, mais je vais le dire puisque tu me forces à le dire, que c'est vrai, à l'hôpital public, la lumière est allumée 365 jours par an, 7 jours sur 7. Tu vois, 24-24. Je fais ton job. Non, sur les sourires que nous pouvons avoir ce soir, c'est parce que je suis lassé, moi, des discussions parisiennes où c'est la sinistrose et que tout va pas bien, tout va mal et qu'on n'y arrive pas, etc. D'abord, on est en charge de fédération et si ça va pas bien, c'est un peu notre faute aussi, parce qu'on est en charge des fédérations. Et puis surtout, quand on se promène dans nos couloirs d'établissement, et je pense que toi aussi, du moins quand tu vas de manière anonyme, parce que si tu vas au CHU en tant que président du conseil de surveillance, tu vas avoir des réactions, mais si tu vas de manière anonyme, tu verras des sourires. Et tu verras l'envie de travailler. Et c'est ce que je retiens, moi. C'est sur le terrain, il y a l'envie de travailler et l'envie de bien faire. Et que notre sinistrose parisienne, heureusement, elle n'irrigue pas le terrain. Là où est la volonté, le chemin. Il y a un chemin. Il disait ça, mais il y a un chemin. Et alors, vous savez ce que disait le cardinal de Retz aussi, ce qui fait croire au pouvoir la croix. Méditez tout ça. Belle phrase, Monsieur Morel, et merci pour ces 2 journées d'animation. Voilà, eh bien, écoutez, longue vie aux 2 fédérations et puis longue vie à Santexpo et évidemment longue vie aux professionnels de santé et aux hospitaliers. Et longue vie à la mine Garbi. Ça, c'est une évidence. Et à vous, Arnaud Robinet. Merci beaucoup. Alors, nous terminons la mine Garbi, ce plateau télé, après 2 jours. Oui. Et puis 30 plateaux, plus de 50 intervenants, une vraie réussite, une fluidité. Et année après année, c'est vrai que moi, je me rappelle, il y a 12 ans, j'avais commencé dans un stand au bout là-bas, tu sais, il y avait 4 planches, on était tout seul et on était un peu perdus, on se demandait ce qu'on faisait là. Et année après année, on a un plateau télé qui marche bien, avec des intervenants qui viennent avec le sourire spontanément. Et donc merci à Christine, merci à Béatrice, merci à Valérie, merci à toute l'équipe qui permet de faire fonctionner, Bertrand bien sûr, j'ai vu aussi Marie-Claire, et toute l'équipe qui permet de fonctionner cette belle fédération, la FHP, pour laquelle j'ai plaisir et honneur de participer en ma qualité d'animateur, on va dire. Voilà, et ça me fait plaisir de vous rendre hommage, mesdames, messieurs, et bien sûr Maxime à la communication qui est derrière en train de retweeter, je pense, tout ce que nous disons de positif. Moi, je fais une promesse pour le 2026 et ce sera la 60e édition. Je fais la promesse que Lamine aura encore une fois son invitation VIP FHF. Ah mais merci. Voilà, merci. À bientôt, merci.